Aujourd'hui, un sujet délicat, l'homosexualité et la transsexualité en Iran. L'homosexualité est condamnée officiellement à la peine de mort ou à des coups de fouet. La transsexualité, elle, est autorisée, légale et parfois même subsidiée par l'État. Surpris par cette logique implacable, moi aussi, on va voir ça ensemble dans les minutes qui viennent. Bienvenue dans mon chalet avec mon décor, avec son décor plutôt extrêmement minimaliste et mon petit tableau blanc. Je suis journaliste web en Belgique depuis 5 ans et je mets mes capacités, mon savoir-faire à ta disposition sur cette chaîne YouTube pour m'offrir un nouvel espace de parole direct et franc avec toi et pour partager tout simplement mes recherches dans un tas de sujets différents, ce qui m'intéresse, l'international, la géopolitique, mais aussi les nouvelles technologies, des astuces pour travailler, étudier, comprendre le monde, décrypter l'actualité, et pour partager aussi avec toi des opinions, en le disant clairement si c'est une opinion ou un avis personnel. Aujourd'hui, l'Iran et cette politique qui peut sembler ambiguë, étrange, et avant tout, un petit passage, en 2007, le président iranien qui déclare qu'il n'y a pas d'homosexuels en Iran. In Iran, we don't have homosexuals like in your country. Faux! J'ai toujours rêvé de faire ça. Faux. En Iran, l'homosexualité existe bel et bien, et ça depuis des siècles. Les historiens nous montrent que dans la littérature classique persane, ça fait très longtemps qu'on parle qu'il y a des récits homo-érotiques, des évocations de l'homosexualité, même au Xe et XIe siècle, une histoire d'amour entre un sultan et son serviteur, un jeune serviteur qui faisait partie de sa cour, le sultan Mahmoud et son serviteur Ayaz. À la fin du 19e siècle, encore une fois, un dignitaire de haut rang, directement le roi, qui dans les mémoires d'un jeune garçon, aurait eu des relations avec lui. Et donc, jusqu'au 19e siècle, en Iran, l'homosexualité existe, bien entendu, jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'au 19e siècle, elle était plutôt tolérée et acceptée. Ensuite, au 20e siècle, on a plutôt des politiques, donc d'abord tolérance. Puis, on a des réformes qui se font dans la première moitié du XXe siècle, avec moins de tolérance. Puis l'homosexualité avec le dernier Shah d'Iran, donc de 41 si je me trompe pas, je vérifie vite mes notes, de 41 à 79, l'homosexualité est à nouveau relativement acceptée dans le pays, même si tout ça c'est vraiment très relatif. Et puis en 79, la révolution islamique. La révolution islamique en Iran, avec un guide suprême qui dirige le pays, qui monopolise le pouvoir, un pouvoir théocratique basé sur l'islam, un islam rigoriste. Et là, l'homosexualité est condamnée fermement et officiellement par le régime qui édicte un code pénal islamique très dur envers les homosexuels. Des simples exemples pour te dire à quel point ils vont être précis dans le code islamique, que j'ai été d'ailleurs consulté. J'ai utilisé évidemment un outil de traduction pour voir ça. Mais si tu veux, je te mets le lien pour que tu puisses aller voir toi-même en description. Alors, un acte de sodomie, c'est un crime et c'est la peine de mort. Ensuite, si ce sont plutôt des préliminaires sans pénétration, je te dis, hein, ils sont très précis. Hein. Là, c'est des coups de fouet, sans coups de fouet. Ensuite, si on a deux hommes nus, par exemple, sous une couverture, qui n'ont pas de lien de parentalité et qui n'ont aucune raison valable pour être nus ensemble sous une couverture, ils sont extrêmement précis. Là, c'est 99 coups de fouet. Le lesbianisme également est condamné sans coup de fouet. Et ce ne sont pas des condamnations de principe qui ne sont pas appliquées.
elles sont appliquées, les peines de mort également, en 2016, un jeune homme de 19 ans qui a été condamné pour des faits d'homosexualité qui dataient de l'époque où il était mineur, il avait 17 ans, a été pendu, exécuté pour son homosexualité, pour ses actes homosexuels, donc en Iran. Donc les peines sont véritablement exécutées. Soit les fouets, soit la mort. Et donc, la logique, elle est très étrange, c'est que le guide suprême, avant même de monter sur le pouvoir, a été en contact avec une femme trans qui l'a confronté à sa situation et qui lui a demandé quelle était la position officielle qu'il avait. Et cette position qu'il a donnée avant même d'être guide suprême, il l'a ensuite appliquée une fois qu'il a pris le pouvoir. Et tout simplement, le pouvoir a autorisé la transsexualité, donc le changement de sexe, en Iran. Et donc, dans la loi l'autorise, c'est légal, tout à fait légal, en Iran. Et donc, dans certains cas, il y a une procédure à suivre. La logique aussi, c'est tout simplement de dire que le Coran ne parle pas de transsexualité, et pour cause. Le Coran, c'était il y a 13-14 siècles. Et donc, si le Coran n'en parle pas, c'est que c'est autorisé, tout simplement. Drôle de logique, comparé surtout à cette intolérance et cette condamnation directe de l'homosexualité. Donc, transsexualité, c'est OK, changement de sexe. Ça, c'est OK pour le pouvoir. L'Iran est même devenu assez célèbre au niveau international dans le domaine, avec beaucoup de chirurgiens qui se sont spécialisés dans le domaine, avec beaucoup d'opérations qui sont menées. Malheureusement, j'ai beaucoup cherché, j'ai pas trouvé de chiffres précis et officiels sur le nombre d'opérations qui étaient menées en Iran. Mais le problème, c'est que il y a des homosexuels qui peuvent se tourner vers le changement de sexe pour pouvoir vivre sans subir évidemment la répression du régime, sans subir la répression du pouvoir et risquer des condamnations extrêmement sévères. Mais changer de sexe pour un homosexuel n'est pas une solution. Il n'y a pas de solution à avoir. De toute façon, il faut juste accepter la personne telle qu'elle est. Un point, c'est tout. Et dans certains cas, il peut y avoir aussi des pressions par le pouvoir, soit le pouvoir global, soit le pouvoir local, sur certaines personnes pour les pousser vers le changement de sexe. Et évidemment, c'est quand même une opération qui touche intimement une personne dans sa chair, et donc il y a des répercussions très graves sur son corps, sur son état psychologique, et qui peut donc l'amener peut-être même à une certaine détresse si elle n'accepte pas l'opération, si elle n'accepte pas aussi le regard des autres, ou si l'opération n'atteint pas les objectifs qu'elle souhaitait. Et donc ça peut amener à des états aussi dépressifs. Dans mes recherches, j'ai vu aussi beaucoup de témoignages de personnes dépressives qui vivaient très mal en Iran après avoir subi un changement de sexe, même si c'est tout à fait légal. Et puis il y a aussi le problème du regard de la société, qui n'est, même si c'est officiellement autorisé, dans la société, la transsexualité, il vaut mieux ne pas trop en parler, ne pas dire qu'on a changé de sexe, évidemment, au risque d'être mis au banc de la société et d'avoir un regard très négatif ou des répressions qui ne seraient pas officielles, mais qui seraient là menées par d'autres citoyens. Et donc c'est une situation OK, mais divers problèmes. On a les pressions sur les individus, les personnes. On a les problèmes psychologiques. Et puis on a un manque aussi de tolérance au sein de la société par rapport à ce genre de cas. Alors évidemment là, c'est vraiment très résumé. Je vais vraiment à l'essentiel. Donc il y a un tas de problématiques qui se posent aussi avec cette politique. Puis même la procédure pour changer de sexe peut être très difficile pour les personnes qui passent par là.
Et donc, voilà un petit peu le topo par rapport à cette politique qui peut sembler très ambiguë en Iran entre l'homosexualité qui est condamnée très fermement et la transsexualité qui, elle, est complètement autorisée, voire subsidiée par l'État. Moi, j'étais assez surpris vu qu'on parle beaucoup de l'Iran dans l'actualité pour l'instant. Je me suis mis à bouquiner là-dessus et quand j'ai vu un chapitre la transsexualité autorisée en Iran, je me suis dit waouh, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je te mets mon livre de référence en description aussi. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur ce sujet. Je me lance dans une série de vidéos sur l'Iran pour faire un rapport avec l'actualité et aborder des thèmes qui sont peu abordés pour l'instant justement et qui peuvent peut-être t'intéresser, te surprendre ou te faire poser des questions. Si tu veux aller encore plus loin avec moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne évidemment, mais aussi aux emails, parce que faire des vidéos, j'aime beaucoup ça, mais malgré mon dispositif très simple, ça me prend quand même du temps. Puis il y a le montage après, la mise en ligne, alors que pour moi, l'envoi d'email, ça me permet d'avoir un groupe de personnes avec qui je suis en contact direct. J'ai même pas à mettre en ligne sur un blog un article avec une photo, des liens et tout, penser au référencement. Là, je peux envoyer directement quelques lignes. J'en envoie peut-être 1 ou 2 par semaine, avec des bons plans, des astuces, des décryptages, des opinions, des commentaires, ou tiens, un reportage à regarder qui m'a semblé intéressant, ou un podcast à écouter, plein de choses. Mon but, c'est tout simplement de t'aider à réfléchir, de t'entraîner à réfléchir, entraîner ton cerveau à penser, à se poser des questions et à avoir plus de connaissances pour faire de toi une sorte, j'aime bien ce terme, d'érudit moderne ici sur YouTube et à travers mes emails. Donc n'hésite pas à t'abonner, je te dis déjà à la prochaine par email. Ciao!